L'ensorcellement envahit tout. Les termes borgnes, les appellations hémiplégiques, les ententes assourdies de sa rhétorique s'insinuent partout et ne font exception de personne. Il suffit d'un seul mot, je viens de le montrer longuement, le mot primitif par exemple, écrit ou prononcé sans y penser, comme on dit judicieusement, pour vous expulser de ce dont il s'agit, pour que vous n'ayez d'autre choix que de parler depuis l'autre côté du langage, non pas au sens où l'on est d'origine étrangère à ce dont il s'agit, mais au sens où l'on s'est exclu de ce que le mot a à nous dire, parce que l'on s'est d'emblée interdit, en l'employant, de le questionner, ce mot-là. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure avec le mot juif, par exemple. J'appelle cela la rhétorique de cow-boy. C'est-à-dire parler d'un Indien quand on est un cow-boy. Cette manière ensorcelée de ne pas entendre ce que la parole dit en chaque mot, cela ne revient pas à méconnaître la signification d'un mot. C'est pas qu'on connaît pas c'est pas qu'on n'emploie pas le bon mot parce qu'on est ignorant, qu'on n'a pas été voir dans le dictionnaire. Cela revient au contraire à bâillonner ce mot-là d'une signification qu'il ne dit pas. Quand une rhétorique de cow-boy s'appuyant sur une erreur de sextant et de portulan datant du XVe siècle, erreur scientifique, qualifie d'indiens des peuples extraordinairement divers vivant de toute éternité en Amérique du Nord, elle bafoue leur noblesse, elle souille leur provenance, elle systématise le déracinement de leur être, ce qu'eux-mêmes n'ont jamais désigné ainsi, mais dont la haute origine ne fait nul doute pour qui questionne ces cultures, ces sociétés, ces spiritualités magnifiquement complexes, subtiles et raffinées. Quand une rhétorique de cow-boy, autre exemple, qualifie de présocratiques les présocratiques, elle s'interdit de parler de ce qu'ils ont d'absolument unique, et par conséquent d'étudier comme il convient, c'est-à-dire comme elle-même. Ces paroles-là nous y convient. La parole d'Héraclite, celle de Parménide ou d'Anaximandre. Dans le simple mot présocratique, c'est déjà l'oubli de l'être et la Machenschaft qui s'énonce. Si vous avez un peu lu Heidegger, vous le savez, vous le comprenez. La rhétorique de cow-boy se saisit et s'ensorcelle d'un seul mot, artificiellement fabriqué au sens propre de la Machenschaft, la même Machenschaft qui nous fabrique ces trucs-là. Et consciemment ou non, elle en dispose comme d'une pancarte, d'un paravent, pour obstruer tout accès à une réalité qu'elle entend nier et annihiler. Quand une rhétorique de cow-boy appelle, encore un autre exemple, négro, noir ou black, ça date des tout débuts de la colonisation par des premiers explorateurs portugais sur les terres d'Afrique. Ils voient les Africains et les qualifient de négro, en portugais, noir. Un homme ou une femme d'origine africaine, quand la rhétorique de cow-boy appelle noir, négro ou black, un homme ou une femme d'origine africaine, elle apporte dans les sacoches de ce simple mot, préalablement à toute autre considération, tout le fatum, tout le destin fermé et obstrué de l'esclavage et le séculaire fatras de l'incommensurable humiliation, dans un seul mot. Les noirs, entre guillemets, ne sont pas plus noirs que les blancs ne sont blancs. Pourquoi ? Me demande ma petite fille de 5 ans et demi, dont la maman est africaine et dont le père est juif. Eh bien pour la simple raison, elle l'a compris en une phrase, que Dieu n'a pas colorié les êtres humains avec des feutres. Mais ce que ma fillette de 5 ans et demi a déjà compris, aucun raciste ne saurait l'envisager, car comme dit Heidegger dans Qu'appelle-t-on penser, et ça s'applique au racisme, mais ça s'applique évidemment à tous les anti-heideggeriens qu'on pourra croiser et rencontrer pendant les 3 siècles prochains. Avec des aveugles, nul ne peut discuter des couleurs, mais il y a pire que la cécité. C'est l'aveuglement qui croit qu'il voit, et qu'il voit de la seule façon possible, quand c'est pourtant cette croyance où il est qui lui bouge toute vue. La rhétorique de cow-boy est l'espéranto sans espoir, le volapük sans poésie des temps modernes. Elle bavarde, d'autant plus qu'elle est sourde, aveugle, s'accompagne d'une brutalité sans borne, allant dans ses représentations et ses agissements de la simple grossièreté et du manque de tact jusqu'au génocide. Vous savez qu'au moment où je parle, je dis ça pour l'enregistrement, il y a plusieurs populations qui sont en train de se faire génocider. Exactement comme les juifs en plein nazisme, ce sont les Yazidis en Irak par exemple. Ce sont certaines populations chrétiennes, des ethnies entières, merveilleuses, enfin merveilleuses, comme toutes les ethnies, et sont en train de se faire génocider. C'est comme si on était aujourd'hui encore en plein nazisme et qu'on parlait de philosophie ou de journalisme, pendant que les juifs sont en train de se faire détruire à Auschwitz. C'est le même quant à l'essence, si je ne m'abuse.
La rhétorique de cow-boy est la langue universelle de l'ensorcellement, c'est-à-dire aussi celle du Gestell. Elle ne se limite pas à des considérations ethnologiques, ni au racisme verbal. Je vais vous donner encore un autre exemple de ce que j'appelle la rhétorique de cow-boy. Ce n'est pas nécessairement des choses très ordurières. Dans Qu'appelle-t-on penser, Heidegger évoque les abréviations dont sont coutumiers les étudiants. Signe, explique-t-il, donc bien après-guerre, de la puissance grandissante de la pensée à voix unique. La désignation fac, pour dire la faculté, l'université, n'est ni fortuite ni inoffensive, dit Heidegger. Peut-être même est-il dans l'ordre que vous entriez et sortiez de la fac et que vous empruntiez vos livres à la BU. Il ne connaissait pas encore le langage des SMS. La question demeure seulement de savoir quel ordre s'annonce dans la contagion de cette façon de parler. Peut-être est-ce un ordre dans lequel nous sommes entraînés et auquel nous sommes abandonnés par ceux-là qui se retirent devant nous. On revient à la Seinsverlassenheit. Quel ordre s'annonce? Encore un autre exemple de la rhétorique de cow-boy. Dans la formule SDF, cette personne qui survit misérablement dans la rue, à qui nous ne prêtons plus attention, n'a strictement rien d'un sans domicile fixe. La rhétorique de cow-boy, en affublant ce pauvre R de ses 3 lettres, veut simplement assourdir et bâillonner la réalité de son existence expropriée par l'inaltérable cruauté de l'ordre néolibéral triomphant. La contagion d'une façon de parler qu'évoque Heidegger, les automatismes langagers de cow-boy, n'impliquent pas nécessairement d'animosité. Ainsi, encore un autre exemple. André Préau, célèbre traducteur de Heidegger, n'a probablement vu aucun mal lorsque, traduisant Le principe de raison, ouvrage majeur et génial de Heidegger, et tombant sur cette phrase. Cette transformation de la pensée, nous n'y arriverons ni par une théorie de haut vol, ni par quelque sorcellerie, dit Heidegger, traduction en français. Il a décidé de rendre la formule Irgendeine Hexerei, on retrouve Hexel, la sorcière de tout à l'heure, quelque sorcellerie, ça ne dit que ça en allemand. Sorcellerie avec le mot Hexerei, c'est-à-dire le mot sorcière. Comment le traduit André Préau? Il dit en quelque opération kabbalistique. Pour traduire de la sorte, c'est dans les plus, non, c'est dans le principe de raisonnement, c'est en tel, chez Gallimard. Vous pouvez aller voir vous-même si vous ne voulez pas me croire. Il n'a pas traduit Irgendeine Hexerei par quelque sorcellerie, il a dit par quelque opération kabbalistique, sans y penser. Nul besoin d'être antisémite. Il suffit qu'une rhétorique de cow-boy s'exprime à votre place, et sans même que vous y songiez, qu'elle ait d'emblée imaginé un quelconque rapport entre la sorcellerie et la kabbale, entre le diabolique et la mystique juive. Parce que c'est de là que ça vient. C'est parce qu'on a vu un rapport, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a imposé la réponse qu'il y avait un rapport entre la mystique juive, la spiritualité juive et Satan et le diable, que la kabbale est devenue, en français, un complot. Parler des juifs, excusez-moi, on vient au poisson, depuis un autre lieu spirituel et intellectuel que le judaïsme, la pensée juive donc, quel qu'il soit, quelle que soit sa légitimité propre, une autre religion, la sociologie, l'histoire, la psychanalyse, la philosophie, la géopolitique, que l'on soit juif ou pas, philosémite ou antisémite, les indifférents, hélas, sont plus rares, sont même introuvables. Parler des juifs depuis un autre lieu spirituel et intellectuel que le judaïsme, que la pensée juive, c'est se condamner au fantasme et à l'errance, ce qui, vous me l'accorderez, n'est pas peu ironique. Les juifs, c'est au mieux une métaphore, au pire une invective. Il n'y a pas davantage de figure incarnable du juif qu'il n'y a de figure incarnable de Hamlet. Il existe des milliards de névrosés procrastinateurs, mais aucun d'entre eux n'est le Hamlet de Shakespeare. C'est pas très compliqué à comprendre. Les juifs, moi, vous, que vous le soyez ou non, extirpés du texte dont ils sont nés, dissociés de l'herméneutique génialissime qui fonde et fait battre le cœur de cette religion si méconnue qu'est le judaïsme, qu'ils se nomment Kafka, Freud, Marx, Einstein, qui vous voudrez, bon ou mauvais juifs, les juifs, en un seul mot, comme Lacan dit la femme, ça n'existe pas. Et c'est sur cette inexistence que se fonde et prospère concernant les juifs réels, entre guillemets, comme dit comiquement Lyotard, de qui je vais traiter maintenant, ce que j'appelle l'ensorcellement.